Guten Abend. Wir haben einen ganz speziellen Gast an unserer Emission, Interview vom Mond. Das ist kein anderer wie Jean Arthuis. Er war von 1995 bis 1997 Wirtschafts- und Finanzminister in Frankreich. Er hat zusammen mit Theo Weigel, das ist am Anfang eine große politische Leistung, den Euro lanciert, den Euro, den wir heute an einer Form zur Verfügung haben, die damals ein paar Bayer bestanden hat. Wir haben also einen Interlokuteur, der eine lange Experience hat. Er war Senateur in Frankreich und das Lo am Europaparlament als Präsident von der Budgetskommission. Bonsoir Jean Arthuis. Bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce mois. C'est une émission politique qui met en présence deux parlementaires européens. Moi, je mène cette émission depuis quelque temps. Parle-moi un peu des élections prochaines. En France, elles sont importantes. En Allemagne, quelle que soit l'issue, on sait qu'un Européen convaincu sera à la tête du gouvernement à partir de la Toussaint. Mais en France, on s'inquiète. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter? Il y a beaucoup d'incertitudes. Le quinquennat qui s'achève a été décevant en termes d'emploi. Le chômage a progressé. Les déficits se sont maintenus à des niveaux relativement élevés. Et la dette publique est allée au-delà de 2000 milliards. Naturellement, les taux d'intérêt étant très faibles, ceci a facilité l'équilibre très relatif des budgets. Mais enfin, c'est un quinquennat décevant. Et la France n'a pas été vraiment au rendez-vous de ses responsabilités européennes. Est-ce que le retard était trop important pour le combler en 5 ans? En tout cas, le cap n'a pas été marqué par les réformes que l'on attendait. On est resté sur des schémas assez conventionnels et on n'a pas vraiment décidé. À la vérité, on ne va pas entrer ici dans un débat mettant en cause la gauche par rapport à la droite. Je pense que depuis plusieurs décennies, nos gouvernements successifs, de droite et de gauche, ont été trop hésitants et pusillanimes sur l'urgence et la nécessité des réformes. Il y a des sondages qui sont faits en permanence. Peut-on déjà risquer un pronostic sur l'issue des élections qui auront lieu dans 3 mois? Le pronostic, c'est que vraisemblablement, Madame Le Pen est assurée d'être candidate au second tour, puisque le premier tour est une sélection et seuls les 2 candidats arrivés en tête sont au second tour. Donc la question est de savoir quel va être l'autre candidat. Et celui qui apparaissait il y a quelques semaines encore comme le grand favori, l'alternance étant évidente à droite et au centre, François Fillon apparaissait comme le futur président de la République. Est-ce qu'il devrait se retirer? C'est lui. Moi, je ne suis pas bien placé pour en juger, parce qu'à la vérité, j'ai trouvé en un autre candidat le discours, la vision, le projet, la méthode, l'art de gouverner qui correspond le mieux à mes convictions. C'est Emmanuel Macron. Or, on a vu qu'à gauche, M. Mélenchon tenait un discours extrême, d'insoumis, contestant tout, y compris l'Europe et l'euro, comme Mme Le Pen d'ailleurs. Et puis le Parti socialiste s'est déchiré complètement et a finalement désigné, au terme d'une primaire étonnante, un candidat dont le projet est quand même largement utopiste. Comment faut-il aborder les populistes, le Front National? Quand le Front National dit on va sortir de l'euro, est-ce qu'on peut décliner ça en pratique? Est-ce qu'on le dit suffisamment? Je pense qu'il faut surtout que nous affirmions nos convictions européennes. Nous sommes dans la mondialisation. Pas la peine d'avoir la nostalgie de nos décennies passées. C'est terminé. Et ce monde est devenu dangereux. Qu'une crise économique, qu'une crise financière survienne, ce serait infiniment plus grave que la crise des subprimes en 2007-2008. Ça pourrait être un vrai tsunami économique et social. Nous voyons bien que l'altération des climats peut rendre la vie impossible sur la planète. Nous voyons bien que les migrations vont constituer un défi majeur pour l'Union européenne. Ce monde, il faut l'organiser. Qui peut prétendre influencer l'organisation du monde, sinon l'Europe? Or, nos chefs d'État et de gouvernement essaient de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore en main toutes leurs prérogatives de souveraineté militaire, diplomatique, lutte contre
contre le terrorisme, maîtrise des flux migratoires aux frontières extérieures de l'Europe, fraude et paradis fiscaux. Donc chacun doit bien comprendre que ces chefs d'État et de gouvernement qui restent accrochés au cadre national donnent trop souvent en spectacle leur propre impuissance politique. C'est ça qui dégénère l'exaspération des citoyens et qui fait le lit du populisme. Nous n'avons jamais autant eu besoin d'Europe qu'aujourd'hui. C'est vrai, mais qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, je rappelle que Jean Arthuis est au centre politique, il n'y a pas 36 politiques économiques possibles. Donc je crois que le système économique actuel de la France, comme de l'Allemagne, comme de n'importe quel pays de l'Union européenne, doit pouvoir tabler sur une ouverture des frontières, sur un commerce plus ou moins libre, mais régulé de façon à permettre le développement des entreprises. Mais ce modèle-là, il est supporté quand même par un ensemble de partis qui se retrouvent sur l'échiquier politique qui va du centre droit au centre gauche, en passant par le centre tout court. D'un autre côté, la ligne de démarcation est parfois à l'intérieur des partis, mais elle est aussi entre le Front National et les autres. Le Front National qui dit on va sortir de l'euro, qu'est-ce que ça veut dire pour le gamin qui a 10 000 euros sur son livre d'épargne? Que vont dire ses parents après la sortie du franc? Toi qui es économiste et il y a surtout ceux qui ont des dettes. Car toutes nos dettes sont en euros. Oui. Imaginons que demain, nous sortions de l'euro. Il est clair qu'un certain nombre de pays verront leur monnaie nationale se déprécier par rapport à l'euro. Et la France, malheureusement, fera partie de ces pays-là. Et donc ceux qui ont des dettes, y compris les États, Oui. verront une appréciation de leurs dettes à hauteur de la dépréciation de la monnaie. Vous êtes à combien maintenant? À 100% du PIB, la dette publique? Oui, c'est 100%. Oui. C'est 100%. Donc chacun doit être conscient de cela. Ce serait véritablement le chaos. En plus, dans les emprunts d'État, les bons du Trésor sont souscrits par qui? Plus de 60% sont souscrits par des investisseurs étrangers. Or, les investisseurs étrangers ne consentiraient à souscrire ces bons pour financer le déficit public qu'à condition que le taux d'intérêt soit sensiblement apprécié par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc ce schéma-là est un schéma de désastre économique et social. Donc on ne peut pas s'y résoudre, c'est bien évident. Oui. La grande nouvelle hier soir à l'ouverture du journal de 20h à la télévision allemande, c'était la reprise possible du groupe Opel par le groupe PSA, donc Peugeot Citroën. Est-ce que cette reprise pourrait encore se faire sous une présidence de Marine Le Pen? Pas sûr, parce qu'on serait dans des considérations franco-françaises, retour des frontières, nationalisme. On voit bien où mène le nationalisme. L'Europe a failli succomber dans une apocalypse générale pendant la première moitié du XXe siècle. Les pères de l'Europe ont jeté les bases de la paix en Europe. Une autre question qui a trait à la sécurité. Comme il n'y a pas de sécurité absolue, je crois que tout le monde en convient, il y a quand même des étapes différentes, des stades différents de sécurité. L'absence de contrôle aux frontières, qui est le fruit de Schengen, mais Schengen permet aussi de fermer les frontières de temps à autre. Quand il y a un problème grave comme celui des attentats au Bataclan ou devant le Stade de France, on peut réintroduire les contrôles aux frontières. Mais toujours est-il que même la France, qui est un pays très bien organisé, qui a beaucoup de membres de dans la force publique, elle ne peut pas contrôler toutes les frontières. J'en ai fait l'expérience lorsque j'ai évité le passage entre Dudelange et Thionville, le passage entre Luxembourg et la France. Là, on attendait 1h30, je passais par la Sarre, aucun contrôle. Madame Le Pen disait au lendemain du rétablissement du contrôle aux frontières intérieures, ah voilà, c'est ce qu'il faut pour établir la sécurité. Mais c'est de la fausse sécurité. Est-ce que les Français en sont conscients? Je crois. Je crois, mais nous sommes là sur des sujets vitaux. Les migrations sont là. Il y a aujourd'hui 1,2 milliard d'Africains. Ils seront probablement, si on en croit les démographes, 2 milliards
dans 30 ans, où vont-ils aller? La tentation de venir en Europe est extrêmement importante. Donc le vrai sujet, c'est de tarir les sources des migrations. D'abord de rétablir la paix au Moyen-Orient, c'est aussi d'aider l'Afrique à se développer. Et aujourd'hui, le développement, c'est bien souvent des relations entre les pays européens et leurs anciennes colonies. L'urgence, c'est d'avancer ensemble. Plus d'Europe. Plus d'Europe. Et de convenir avec les chefs d'État africains que si l'Europe apporte une aide significative, ceux de leurs ressortissants qu'on trouvera aux frontières extérieures de l'Europe et qui sont des migrants économiques, qui n'ont pas vocation à obtenir le statut de réfugiés, doivent pouvoir repartir chez eux instantanément sans que les États d'origine s'y opposent. C'est la convention qu'il faut qu'on passe avec nos partenaires africains. Je peux à la fin de cet entretien aborder la question de la sécurité nucléaire. La France qui, après le retrait du Royaume-Uni, sera la seule puissance nucléaire d'un État membre dans l'Union européenne. Est-ce que, de ton point de vue, la France devrait être le parapluie nucléaire de toute l'Europe, basé sur une sorte d'article 5 d'assistance mutuelle obligatoire en cas d'agression par une puissance extérieure, qui obligerait donc les États membres à venir au secours du pays attaqué avec tous les moyens, y compris nucléaires, comme c'était écrit dans une déclaration de La Haye en 1987. Est-ce que cette approche serait réaliste, notamment après les annonces de Trump, qui sont tout sauf rassurantes pour ce qui est du fondement de notre sécurité? L'élection de Donald Trump devrait être un électrochoc pour les Européens et susciter un engagement vers une défense européenne, que les Européens deviennent plus autonomes par rapport aux États-Unis d'Amérique, que l'Europe de la défense, ou que la défense européenne devienne le pilier européen de l'OTAN. Une armée européenne est utopique? Je ne crois pas. Je crois que c'est un des sujets majeurs. Et si nous voulons avancer dans cette direction, il faut que le débat ait lieu sur la place publique. C'est notre responsabilité ici au Parlement européen d'ouvrir ce débat. C'est notre responsabilité de parler aux Européens. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle ne parle pas aux Européens. Ça reste un club entre les chefs d'État et de gouvernement qui arrangent leurs petites affaires. Il y en a toujours un qui est à la veille d'une élection. Donc on est dans une sorte de complaisance mutuelle. Et voilà pourquoi l'Europe n'avance pas. Et qu'elle désespère nos concitoyens et qu'elle fait le lit des populistes. C'est le résultat du Conseil européen de Nice. Notamment, mais la plupart des conseils européens restent des exercices où le théâtre l'emporte sur la réalité politique et l'engagement et les convictions. Avec l'expérience de l'ancien ministre des Finances, de l'économie, de sénateur, tu n'as jamais été président de parti? Non, j'ai eu des responsabilités. J'ai constitué un petit parti à une époque lorsque la famille centriste s'est déchirée. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes? Que c'est l'Europe qui nous permet de reprendre notre destin en main. Qu'il ne faut pas avoir peur de la mondialisation, bien au contraire. Parce que ce monde, il est là. La vocation du phénomène humain, c'était d'envahir la planète, probablement. Eh bien, ce monde, il faut l'organiser. Et il faut que l'Europe nous protège, qu'elle protège nos valeurs, qu'elle nous protège contre des agressions extérieures. M. Poutine pourrait prendre d'autres initiatives que celles qu'il a pu prendre en Ukraine ou en Crimée. Il faut prendre conscience que les États-Unis, avec M. Trump, ne seront pas toujours là pour assurer notre défense, que l'Europe défende nos valeurs, que l'Europe défende nos emplois, que l'Europe se protège. Nous attendons de l'Europe sécurité et défense. Donc c'est un plaidoyer pour une citoyenneté européenne assumée. Absolument. Merci, nous arrivons au terme d'une émission qui, hélas, est trop courte. On aurait tellement d'autres sujets à aborder avec Jean Arthuis, dont le niveau de connaissance et d'expérience est pratiquement inépuisable. Je le remercie infiniment. Dat waren het afgelopen, mijn vrienden zonder hem verricht. Nächste Monat rendez-vous te zien voor een enige emission. De interlocuteur voor die emission is dan niet bekend. Merci à chaque novent.